Ça y est, on est live. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes avant de, de commencer directement. Pour les gens déjà connectés, on peut faire un petit point. Vous avez sur la partie droite de votre écran une zone de chat. N'hésitez pas à nous écrire un petit coucou ou nous dire d'où vous venez, histoire que l'on voit que vous êtes bien connectés et que vous avez bien trouvé la zone de chat. Je vais d'ailleurs moi-même vous dire bonjour. Et on va démarrer dans une petite minute. Voilà, on voit les messages qui arrivent. Bonjour de Nantes. Parfait, je pense que vous avez tous trouvé le chat. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans cette zone-là. On va essayer d'y répondre. Nous-mêmes, à certains moments, on va vous poser des questions via des sondages. Vous allez découvrir ça. Alors, j'attaque, pardon, Jean-David, je commence par me présenter. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié au potentiel de digitalisation de la formation. Moi, je suis Alain Commissionne. Je suis ingénieur pédagogique et fondateur de l'agence Mine de Savoir. Ça fait 20 ans que je fais de la formation. Je faisais des didacticiels tout début des années 2000 sur de la PAO et du web. Je suis passé ensuite dans des grands groupes en conduite du changement chez Alten, chez Segos. Et j'ai monté Mine de Savoir en 2015. Alors, Mine de Savoir, on est des créateurs d'expériences pédagogiques innovantes et sur mesure. C'est vraiment ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises ou des organismes de formation à transformer leur formation en expérience, en y intégrant effectivement beaucoup de digital. On ne fait pas que ça, on fait aussi parfois des transformations de présentiel autour de gamification ou des choses comme ça. Mais sinon, notre cœur de métier, c'est quand même le digital learning. Et on est nous-mêmes organisme de formation, puisqu'on accompagne les formateurs sur nos métiers, quoi, finalement, sur comment concevoir, animer une formation à distance et également produire des médias digital learning. Et je suis accompagné par mon ami, Jean-David. Merci Alain. Donc moi, je vais me présenter un peu rapidement. C'est toujours très difficile de résumer en quelques mots. Moi, je suis dans le monde de la formation depuis plus de 25 ans, donc à une époque où la digitalisation, ça n'existait pas vraiment et l'essentiel des formations se passait en présentiel. Et j'ai été un des précurseurs sur ce marché-là, avec l'arrivée des LMS à une certaine époque, avec des partenariats forts avec IBM, avec Lotus, tout ce qui est Cifadis, RiseUp, je parle pour les plus récents, et l'arrivée des premiers outils auteurs. Donc à cette occasion, j'ai participé à la création d'une agence de digital learning qui avait une place importante dans le marché, dans ce marché-là qui s'appelle Micropole Learning Solutions. Et là, j'ai eu l'occasion d'exercer différents métiers, en passant de la directeur marketing sur la partie avant-vente, la partie direction commerciale, pour terminer sur la direction générale, qui m'a permis d'avoir une vision à 360 du monde, à la fois de la formation, parce qu'on était aussi un centre de formation, et la partie digital learning et tout ce qui, on va dire d'une manière globale, tout ce qui est l'accompagnement des utilisateurs dans tous les projets de formation. Donc, tout au long de ma carrière, moi, j'ai essayé d'accompagner avec mes équipes beaucoup d'entreprises dans la transformation de leur offre de formation, dans tout ce qui était la digitalisation de leurs dispositifs et tout ce qui est également tout ce qui est l'évolution des approches pédagogiques, avec un cheval de bataille qui était arriver à combiner, ça n'a pas toujours été facile, innovation, efficacité pédagogique et également pertinence budgétaire. On en reparlera tout à l'heure, c'est pour ça que je l'aborde rapidement aujourd'hui. Et donc, tous ces enjeux, bien sûr, c'est lié un peu au sujet d'aujourd'hui. Tout ce qui est digitalisation, pour l'ensemble, c'est toutes les questions et c'est tous les éléments fondamentaux qui vont nous permettre de vous aider dans ce que nous appelons aujourd'hui le potentiel de digitalisation. Merci Jean-David. Alors, on s'est présenté rapidement, mais finalement, vous, on ne vous connaît pas. Donc, je vous propose de nous répondre rapidement sur quel poste occupez-vous, quelle est votre fonction aujourd'hui. Vous avez un sondage qui s'est lancé sur la droite de votre écran, au même endroit que le chat, si vous voulez bien répondre. À vous de jouer. S'il vous plaît.
Voilà, je vois des votes qui commencent à arriver. On va vous laisser quelques secondes. C'est rassurant, on a des gens qui font de la formation. Donc, vous n'êtes pas trompé de salle. Beaucoup de formateurs, apparemment. Vous aurez les résultats du sondage à la fin, lorsqu'on va clôturer les votes. Beaucoup de formateurs, des ressources humaines, responsables formation qui sont présents, concepteurs pédagogiques et quelques autres. Parfait. Bon, on est raccord. Nous, ça va permettre aussi d'ajuster un petit peu une certaine partie du webinaire pour vraiment répondre à des questions assez opérationnelles selon vos profils. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas directement? On va y aller direct. On y va. Donc, la première question qu'on se pose en général, c'est pourquoi digitaliser vos formations? Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un changement. L'entreprise est en train de s'adapter et se réorganiser, se réinventer. Et en partie, alors on va dire qu'en partie, avec l'avènement du télétravail, ça a changé beaucoup de choses parce que ça a changé les usages. Donc, on a découvert pour beaucoup tout ce qui est outils à distance, tout ce qui est réunion en ligne et tout ce que pouvait apporter le digital. Mais aussi, ça a permis de répondre à tout ce qui est, souvent appelé les problèmes de distanciation. La difficulté de déplacement aujourd'hui, la difficulté de mettre en œuvre ou de déployer des formations sur site, mais également une demande accrue de formation, de montée en compétences. On s'aperçoit que dans les entreprises, il y a un turnover de plus en plus important. Alors, turnover qui est entre les entreprises, mais turnover à l'intérieur de l'entreprise avec beaucoup de mobilité au sein de l'entreprise avec des changements de métier, des changements de poste. Et aussi, ça va permettre aussi du coup d'avoir, avec cette mobilité de l'entreprise, la possibilité d'offrir les formations à un plus grand nombre. Le dernier point qui est traditionnel, mais on va pas s'éterniser là-dessus, c'est aussi de rationaliser les coûts de formation. Ça, je pense que depuis un certain temps, tout le monde est aguerri sur cette partie-là. On sait que le digital peut, dans certains cas, on l'abordera tout à l'heure, rationaliser fortement les coûts. Ouais, tu résumes bien effectivement l'intérêt de la digitalisation. J'ai envie de rebondir en disant que suite au confinement, c'est quelque chose qui s'est mis en place, qui a été vraiment généralisé, même sur les modes de travail. Aujourd'hui, tout le monde fait des visios, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place déjà. Ah oui, tout à fait. On a, pour beaucoup, transposé, et ça a été un des premiers réflexes, le présentiel ou des formations qui étaient prévues en présentiel en session que je vais appeler visio-formation. Donc, il y a classe virtuelle, toute cette partie-là. Alors, pour beaucoup et pour tout le monde, c'était très légitime parce qu'il y avait une urgence. Il y avait des collaborateurs qui étaient à distance et il y avait également un besoin de garder le lien humain. On a eu une période assez compliquée où on a eu peur de perdre pour beaucoup d'entreprises le lien avec nos collaborateurs. Donc, c'était logique de se tourner vers des solutions de ce type-là. Alors, deuxième point qui est très, très important, c'est que pour beaucoup de monde et beaucoup de responsables formation, beaucoup de formateurs, il y a eu une fierté à avoir réussi ce pari en très peu de temps. Parce que ce n'était pas dans les mentalités de toutes les entreprises ou dans les compétences de chacun de pouvoir former presque le même nombre de personnes, mais avec des moyens qui étaient complètement différents. Oui, et puis c'est dans l'urgence. Donc, effectivement, il y a une certaine fierté à avoir réussi cette transformation quand ça a été fait. Et en plus, on avait des apprenants qui étaient pour beaucoup, à cette époque-là, très séduits. Mais après, il y a eu le contre-effet, entre guillemets, on va dire. Le contre-effet, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte importante, c'est qu'une formation présentielle et une formation à distance ne fonctionnent pas de la même façon. On n'a pas les mêmes méthodes d'apprentissage en présentiel et en digital. Il faut que les leviers pédagogiques, en général, ils sont différents. On va parler d'engagement, la notion d'engagement, la notion de visualisation, la notion d'écoute, de durée, d'attention, de mémorisation ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, on est obligé de les prendre en compte quand on est sur cette transformation. Alors après, il y a aussi les usages et les méthodes qui ont changé. La partie mobilité, on va dire les nouveaux usages mobilité, environnement, on se déplace moins, on a du mal à se déplacer parce qu'aujourd'hui, on sait que ça a des impacts, on va dire, au niveau de l'environnement. On a des collaborateurs qui sont moins disponibles parce qu'en partie entre le télétravail et en partie entre la mobilité entre les différents sites ou différentes organisations qui est un peu différente. Donc,
on s'est rendu compte qu'il y avait un apport de la diversité pédagogique et de tout ce qu'on va appeler la granularité en digital learning pouvait offrir des choses un peu différentes. Donc, c'est là-dessus qu'il y a une réflexion assez importante là-dessus. Donc finalement, la classe virtuelle, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça a été une bonne solution, mais ça ne doit pas être peut-être la seule réponse. Oui, parce que d'une manière générale, on a transformé, on s'est rendu compte que les visios étaient trop longues, qu'elles avaient peu d'interactivité et que voilà, la mobilité, le souhait des formations des collaborateurs, c'était surtout d'avoir des séquences un peu plus courtes, un peu plus diversifiées, très opérationnelles sur leurs tâches et leurs objectifs du moment. J'insiste, du moment. C'est qu'il y a un changement de mentalité, mais qui est global aussi avec l'apport de nouveaux collaborateurs beaucoup plus jeunes, c'est d'apprendre ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Et donc, on s'est dit, et on se dit aujourd'hui que quand même, il y a la digitalisation, ce n'est pas simplement une problématique technique de conversion. Oui, exactement. On va essayer aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin que cette conversion qui a pu être opérée jusqu'alors. Mais justement, Alain, si on parle de conversion, de technique de conversion, avant toute chose, d'avant là-dessus, est-ce que pour toi, avec ton expérience, est-ce qu'on peut tout digitaliser, mais surtout avec quelle efficacité pédagogique? Parce que l'objet de ce webinaire, c'est de parler de pédagogie. Quelle est l'efficacité pédagogique de digitaliser des contenus de formation? J'ai envie qu'on pose la question. Alors, selon vous, il y a un sondage qui vient de se lancer. Selon vous, est-ce que toute formation peut être digitalisée? Est-ce que peu importe la thématique, peu importe le public, est-ce qu'on peut, en partie ou pas en partie d'ailleurs, tout digitaliser? On va attendre un petit peu vos votes, s'il vous plaît. Alors pour nous, c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution des réponses et c'est très instructif. Un petit peu de suspense pour vous. Alors, je pense que voilà, tout le monde a l'air d'avoir voté, parfait. Donc, on a quand même 53 plus 12% de personnes qui pensent qu'on peut tout digitaliser ou partiellement. Et quand même un bon tiers qui pense que certaines formations ne sont pas digitalisables. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans ce débat d'experts, parce que c'est pas du tout ça le principe, mais c'est plutôt de vous donner des leviers de compréhension et de comment est-ce que finalement telle ou telle thématique va pouvoir être digitalisée. Et on va aborder ensuite la méthode que nous, on utilise en interne pour faire nos choix. Alors, c'est une remarque que j'entends souvent, moi, des formateurs. Mathématiques, elle est trop technique. Moi, je fais de l'humain, du soft skills, enfin, toutes les excuses, mes formations sont longues, toutes les excuses ou les remarques sont bons. D'ailleurs, c'est assez souvent pertinent, ce qui est annoncé, en disant que la digitalisation n'est pas toujours pertinente. Alors, moi, j'ai plein d'exemples contraires, en fait. Ça va du formateur en langue qui arrive à faire des visios avec des jeux de rôle, évidemment, des apéros visio sur lesquels on va pouvoir discuter, faire de l'apprentissage entre pairs. Donc, au niveau soft skills, en tout cas, il y a pas mal de choses à faire. Sur du hard skills, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué quand je dois faire de la manipulation, quand je dois rentrer dans du technique, des choses comme ça. Donc, on va voir un peu comment les parties théoriques peuvent être approchés, mais je vais vous donner un exemple d'un formateur en électricité et plomberie, parce que c'est une école qui adresse les deux, où il demande à leurs apprenants de faire des études de cas directement chez eux. Vous avez tous chez vous une douche ou un tableau électrique, et en fait, ils ont des études de cas, des exercices où il faut aller concrètement chez soi, et regarder son tableau électrique, redessiner le schéma, etc. Donc, à travers certains aspects un peu de créativité, puis vous verrez aussi, on va en parler avec des médias, certains médias un petit peu plus engageants, comme par exemple immersifs aussi, de la réalité virtuelle, des choses comme ça, on arrive finalement à digitaliser des choses qui sont complexes, à porter autrement qu'en présentiel. Ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'il faut sortir du paradigme présentiel-distanciel et qu'il faut vraiment intégrer une nouvelle dimension qui est le synchrone-asynchrone. À distance, je peux faire du synchrone avec effectivement de la classe virtuelle, du partage entre pairs, des choses comme ça, du document collaboratif. Et je peux faire aussi de l'asynchrone avec de la réflexion ou des médias que je vais pouvoir suivre. Et finalement, c'est en assemblant tout cela, du distanciel synchrone et asynchrone, qu'on arrive à faire un parcours de formation
qui va garder son efficacité pédagogique parce qu'il va être porté par la bonne modalité au bon moment. C'est ça l'intérêt. Je vais vous montrer, j'espère, juste après dans le webinaire, que finalement, entre la diffusion d'un PDF jusqu'à un serious game ultra développé et avec au milieu le module e-learning et la classe virtuelle, vous avez un éventail de choses qui va finalement pouvoir vous aider à digitaliser tout ou partie de n'importe quelle formation. J'avance là-dessus, justement. Donc là, on va aborder un peu ce que nous appelons, nous, le potentiel de digitalisation. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on s'est dit, on peut se dire qu'on peut digitaliser pratiquement tout, ou partiellement, ou mixte. On verra, on va l'aborder un peu tout à l'heure là-dessus. Mais donc, une fois qu'on est convaincu de tout ça, il faut quand même qu'on se dise, on se pose quelques questions qui sont essentielles. Est-ce que mon projet de transformation, il est pertinent et viable ? Par où je dois commencer, comment je dois m'y prendre, quels sont les objectifs ou les résultats que je dois attendre de ce genre de projet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour… Excuse-moi. Ouais, une toute petite remarque, ce que tu dis, effectivement, on est un peu macro, on va le préciser après. Voilà, tout à fait. Pour l'instant, on est un petit peu macro, donc ça va intéresser plutôt les responsables formation, les fonctions RH. Et vous allez voir, vous, formateurs qui écoutez, on va rentrer un petit peu plus dans le méso et micro juste après. Oui, justement, on va l'aborder, on va changer de slide, et c'est vrai que nous le potentiel de digitalisation, c'est une méthode opérationnelle qui est issue d'une expérience de plus de 10 ans dans la gestion de studios de production digital learning. Mais notre approche, c'est vraiment de dissocier deux phases. La phase macro, qu'on va expliciter juste après, qui est l'analyse stratégique, et une deuxième qui est beaucoup plus micro et avec un focus qui est beaucoup plus pédagogique, où on va rentrer sur, rentrer sur un peu toutes les approches pédagogiques et qu'on va appeler l'analyse pédagogique. Exactement. Donc, si on reste sur la partie macro, il va falloir se poser ou analyser en tout cas 4 types de critères. La stabilité du contenu en premier. Est-ce que le contenu que l'on… Et Alain avait raison, c'est une vision qui est souvent une vision un peu plus… qui est la première vision que l'on doit prendre, c'est est-ce que le contenu est toujours d'actualité? Est-ce qu'il a une pertinence qui a une durée de vie assez importante? Est-ce qu'on est dans des métiers? Est-ce qu'on est dans de la certification, des habilitations, des méthodes? C'est des choses qui ont une durée de vie assez longue. Ou on est sur du produit, de la stratégie, de la communication, qui ont souvent des durées moins longues de pertinence. Ou des formations qui peuvent être one-shot, voilà. Ou des habilitations, je parlais tout à l'heure d'électricité, habilitation électrique qui doivent être passées régulièrement. Voilà. C'est ces questions qu'il faut prendre en compte. Et le dernier point sur la stabilité, c'est la fréquence de mise à jour. Il faut l'analyser en amont pour savoir comment on va travailler sur cette transformation. Avec également, quand on parle de fréquence de mise à jour, c'est savoir si l'entreprise a toujours l'expertise ou est-ce que c'est une expertise externe. On a les deux cas qui se présentent. Le deuxième critère important, c'est le type de compétences qu'on va cibler. Est-ce qu'on va être sur du savoir, du savoir-faire ou du savoir-être? Donc ça, c'est très important. Dans le savoir, c'est différent de toute la partie théorie, toute la partie méthode, réglementation, que le savoir-faire dont on a abordé un peu la partie tout à l'heure, qui est, on va dire, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est mise en situation, tout ce qui est exercice, qui est souvent un peu, en premier abord, les freins dans tout ce qui est digitalisation, en disant ça va être compliqué de couvrir cette partie-là. Et la dernière partie qui est fondamentale, puisqu'aujourd'hui, elle fait partie du panel des compétences qui sont en général ciblées sur une formation, c'est tout ce qui est comportement. Tout ce qui est capacité à travailler, par exemple, en équipe, tout ce qui est à gérer des situations de crise, toute cette partie-là, savoir si on peut le gérer. Le troisième critère, c'est le volume des apprenants. D'une manière générale, on a l'habitude de dire qu'avec le digital, s'il s'agit d'un contenu sur mesure, plus on a d'apprenants et moins ça coûte. Mais par contre, si le volume est réduit, est-ce que ça ne peut pas mettre en cause la rentabilité du projet? Est-ce que c'est seulement pertinent de développer un projet, de faire de la digitalisation si vous avez un volume annuel qui est assez réduit? Voilà. La question se pose vraiment. Après, ça peut être différent parce qu'on sait que des fois, que sur certaines formations où il y a une cible d'apprenants assez faible, mais qui est stratégique pour l'entreprise, on peut avoir
un besoin ou une partie budgétaire qui peut être assez conséquente. Exactement. Même si vous avez, je ne sais pas, moins de 50 personnes à passer, mais que c'est des managers qui sont diffusés un petit peu partout dans le monde avec un fort intérêt stratégique, finalement, ce levier-là, il devient important. Donc celui-là, c'est la première vision macro, on va dire, de la pertinence budgétaire du projet. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle, nous, les ressources disponibles. Dans les ressources disponibles, c'est la notion de planification, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a un délai de mise en production assez rapide? Ça a des impacts forts sur la partie production. Est-ce que, j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce que les experts sont toujours présents? Et même s'ils sont toujours présents dans l'entreprise, est-ce qu'ils seront disponibles? Parce qu'on aura besoin, quoi qu'il se passe, des experts pour l'aide à la reconception, à la conception, et tout ce qui va être validation. Il y a aussi, est-ce que l'entreprise a à l'intérieur de sa structure une expertise pédagogique, une expertise multimédia? Et est-ce qu'elle est disponible? Et le dernier point, qui est un point qui revient dans tout ce qui est notion de projet en général, est-ce qu'il y a une enveloppe budgétaire qui a été déjà définie? Ou est-ce qu'elle est en cours de définition? D'ailleurs, Alain, sur ce point-là, est-ce qu'on est capable de se lancer sur ce type de projet aujourd'hui avec une seule vision macro? Non, c'est très bien tout ce que tu viens de nous dire, mais effectivement, une fois que tous les voyants sont au vert, qu'on se dit, OK, telle formation, on peut la digitaliser pour X et X raisons, on va voir le comment. Comment est-ce que je vais pouvoir organiser cette multimodalité? Comment est-ce que je vais pouvoir aussi faire collaborer mes équipes en interne avec un prestataire, etc. Mais juste avant de rentrer là-dedans, je voudrais bien savoir, vous, de votre côté, on a un petit sondage là-dessus, sur quels critères est-ce que vous choisissez, sur quels critères vous choisissez de pouvoir digitaliser vos formations? Concrètement, comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que c'est simplement une injonction de votre direction qui dit qu'il faut digitaliser, on ne sait pas pourquoi, ou la mode? La mode, est-ce que coller à l'usage? Est-ce qu'on veut coller simplement à l'usage? Vous avez un sondage qui vient de se lancer. Est-ce qu'on l'a vécu de demandes en disant on m'a dit qu'il fallait tout digitaliser? Mais c'est valable pas que dans la formation. C'est un sujet qui est transverse à l'entreprise. Alors, je vois qu'il y a quelques autres qui viennent en réponse. Si vous répondez autres, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat, histoire qu'on comprenne un petit peu plus. Bon, visiblement, voilà, les réponses arrivent. Visiblement, le niveau, le niveau stratégique de la formation, c'est un peu ce qu'on disait, ce qu'on avait identifié aussi. Le niveau stratégique de la formation arrive un peu en tête. C'est-à-dire qu'une formation avec un gros intérêt stratégique. La typologie de public, ça c'est intéressant effectivement. Effectivement, tous les publics ne sont pas toujours disponibles. Ça me fait penser à une demande d'un client qui était venu, qui était dans le transport et qui nous demandait de faire du mobile learning. Je lui ai dit que ce n'était pas forcément très pertinent justement de faire d'utiliser le smartphone dans le transport. Le volume d'apprenants, bien sûr, l'indisponibilité des formateurs. Dans le autre, j'ai vu qu'il y avait des réponses au chat. Quand les formations sont récurrentes, voilà, exactement, avec un renouvellement simple. Et une attente des bénéficiaires, ça c'est vraiment l'usage, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus en demande d'avoir des nouveaux modes d'apprentissage, en fait, tout simplement. Alors qui relie pour moi aussi une partie réduction de budget qui n'est pas abordée là-dessus. Mais alors là-dessus, on va commencer le débat, on va se... Quand on fait sur la réduction sur des formations récurrentes, c'est vrai que d'une année à une autre, on s'aperçoit, par exemple, on a tout ce qui est certification et habilitation sur la partie sécurité informatique, qui devient très stratégique dans plein d'entreprises aujourd'hui. On repasse presque tous les ans, tous les 2 ans, la certification par certains collaborateurs. Et c'est vrai que de l'avoir créé une fois avec quelques mises à jour, ça réduit fortement les coûts en digital par rapport au présentiel. Ça permet surtout d'harmoniser l'apprentissage, la pédagogie. D'ailleurs, on va avoir la dualité entre budget et pertinence pédagogique. Exactement. Effectivement, une remarque dans le chat aussi qui nous dit que finalement c'est de plus en plus présent la modalité digitale est à prévoir dans les cahiers des charges, soit des financeurs ou même des commanditaires. Effectivement. Alors, moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, comment je travaille un petit peu? C'est un peu ça que j'ai envie de vous raconter.
là, je suis plus du tout au même niveau que Jean-David. Là, tu étais dans une première étape pour vérifier un peu la pertinence de transformer une formation, ou même pour un organisme de formation, par exemple, choisir l'ordre, hein, laquelle je vais transformer en premier, sur laquelle je vais peut-être mettre plus de temps, plus de ressources, etc. Et puis, finalement, l'ingénieur pédagogique, le concepteur, lui, il arrive en deuxième phase et il dit, OK, telle formation, soit elle existe, il faut que je la transforme, soit elle n'existe pas, il faut que je la réfléchisse. Pour arriver, alors pas forcément une formation 100% digitale, on va se dire blended. Et blended sur les 4 axes que sont présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone. J'ai bien 4 axes que je vais vouloir travailler. Donc, je vais m'intéresser, finalement, une formation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'objectifs pédagogiques qui sont séquencés les uns après les autres. Ces objectifs donnent lieu à une ou plusieurs séquences de formation, une explication théorique, un exercice, etc. Une séquence de formation. Et bien pour chacune des séquences de formation, je me pose 4 questions qui sont symbolisées là par les balances que vous avez devant vous. Premièrement, le contenu. Est-ce que c'est un contenu, on en a parlé, mais là je suis au niveau de l'objectif pédagogique. Est-ce que c'est un contenu qui est stable ou volatile? Si effectivement, je prends un exemple, je ne sais pas, je suis en comptabilité ou en paye, peut-être qu'il y a certains taux qui sont revus annuellement. Eh bien, ces taux-là, je ne vais pas les mettre dans une vidéo qui va être compliquée à modifier. Je vais les mettre dans un média un petit peu plus simple à mettre à jour. Par contre, si mon contenu est stable, ça vous l'avez compris, je vais pouvoir être un petit peu plus libre. Au niveau de la compétence, est-ce que c'est de la théorie et de la connaissance? Est-ce que c'est de la pratique? Bien sûr, dans une formation, il y a les deux. Donc, sur certaines séquences, bien, je vais pouvoir adresser de la théorie. Et on comprend qu'en théorie, il y a certains médias qui sont faciles à déployer. Et comme je le disais en intro, en pratique, voilà, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, ou alors faire preuve ou de créativité ou de techniques plus avancées. Au niveau de la complexité de la séquence. Alors, la complexité, c'est difficile à appréhender. Il faut toujours se positionner par rapport à l'apprenant. Si je suis directeur financier d'un grand groupe, je peux imaginer que la comptabilité ou la paye, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt simple pour moi, ou en tout cas que je connais. Si au contraire je suis assistant comptable, bah, peut-être que voilà, il y a une grande marche à passer. Donc ce niveau de complexité, il doit être vraiment appréhendé par rapport au public et pas seulement par rapport à la thématique. L'expert métier vous dira toujours c'est facile. D'accord? Le formateur, bien souvent aussi, se dit, mais c'est assez simple à appliquer. Et le dernier critère, qui est le plus compliqué à appréhender, c'est le niveau d'interaction nécessaire, et notamment interaction humaine, nécessaire pour cette séquence pédagogique. Est-ce que je suis dans de la négociation commerciale, où là, j'ai forcément une interaction humaine qui paraît forte? Est-ce que je fais du tennis? Là, forcément, j'ai une interaction aussi humaine qui est forte. Pour autant, je peux jouer au tennis face à un mur ou avec une machine qui me renvoie la balle. Je peux quand même apprendre à placer ma main, à bien prendre ma raquette en main, à me placer et à impacter la balle de façon correcte. Donc, j'ai quand même un niveau d'apprentissage qui est là, mais qui n'est pas aussi fort, bien sûr, que si j'avais un adversaire ou un prof en face de moi. D'accord? Donc, ce niveau d'interaction humaine nécessaire à la tâche de la séquence pédagogique est important. Alors, une fois que j'ai dit ces 4 critères, concrètement, comment on fait? Ben, en fait, on va attribuer, chez nous, on attribue une note. Alors, une note de 1 à 4, de 1 à 10, de 1 à 20, à vous de voir. J'ai même un client qui finalement a transformé ça en lettres. Il est très anglo-saxon, donc il fait A, B, C, D. Donc, pour chacun des critères, j'attribue une note. Est-ce que mon contenu est stable? C'est une note faible, je mets un 1, par exemple. Est-ce que mon contenu est volatile? Là, je vais le mettre à 4. Ma connaissance, ma compétence, est-ce que c'est de la théorie, une note faible? Est-ce que c'est de la pratique, une note plus élevée? Vous avez compris, je vais faire la même chose sur les 4 critères, la complexité et le niveau d'interaction. Lorsque je somme mes notes, plus la note globale est faible, donc je suis sur la partie gauche du schéma qui est affiché, plus je vais pouvoir faire de l'asynchrone et des médias même simples. Je vous mets quelques exemples dans mon schéma, des médias même simples pour pouvoir répondre à l'objectif pédagogique visé. Plus mes notes sont élevées, donc je suis sur la partie droite complète du schéma, là, plus je vais devoir développer des médias avec de la forte interactivité. Je parle par exemple
serious game, d'immersive learning avec de la réalité virtuelle, par exemple, ou alors complètement oublier le digital, rester sur du distanciel synchrone peut-être, avec du tutorat entre pairs, de l'apprentissage entre pairs ou du tutorat, avec un tutor, un expert métier. Et vous avez compris qu'au milieu, là, je vais pouvoir piocher un petit peu partout, en tout cas utiliser soit un mode synchrone, soit un modèle illustré. Le modèle illustré, c'est ce que fait un prof de sport, concrètement. Il vous montre comment faire une manipulation, un geste, il vous explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et vous, après, vous le dupliquez. Donc ça, par exemple, ça marche dans un tutoriel d'un geste métier, ça marche également dans une vidéo interactive, ça marche dans un module e-learning. On montrera quelques exemples tout à l'heure. On va vous montrer quelques exemples, notamment peut-être dans la partie questions-réponses. Voilà. J'ai préparé quelques exemples à vous montrer. Donc voilà, cette analyse, finalement, avec notre petite note, nous, elle nous permet aussi, vous l'avez pressenti, de réfléchir au multimodal qu'on va présenter. Tout ça, bien sûr, s'inscrit dans une histoire, un itinéraire pédagogique. Bien sûr, ce n'est pas l'outil qui choisit ce qu'on va présenter, mais en tout cas, ça nous permet de vérifier la pertinence des médias que l'on choisit. Si j'avance un petit peu là-dessus, une fois que ce potentiel de digitalisation est réalisé sur l'ensemble de la formation, sur l'ensemble des objectifs pédagogiques et des séquences attachées, c'est l'analyse de mon contenu que je viens de faire. Et cette analyse de contenu, elle va donner lieu à l'écriture du scénario pédagogique de la formation. Donc, dans le scénario, j'y retrouve quoi? Les formateurs ont l'habitude. Là, on est sur un schéma assez classique de process. J'y retrouve les messages clés, je vais y retrouver l'enchaînement pédagogique, je vais retrouver les ressources nécessaires, les parties de validation, etc. Une fois que mon scénario est prêt, en tout cas chez nous, chez Mine de Savoir, on storyboard tout. C'est-à-dire que le storyboard, c'est la représentation graphique et le miroir du média final. Et vous l'avez compris, je dis le média, mais c'est les médias, finalement, on va en avoir plusieurs. Peut-être que je vais avoir une vidéo qui sera mise dans un module e-learning, peut-être j'aurai un module avec juste des réponses, des glissés-déposés à faire. Peut-être que je vais déployer un podcast, peut-être que je vais avoir une séquence synchrone avec un apprentissage entre pairs. Eh bien, tout ça, on le storyboard le plus possible pour vraiment tout prévoir, que ce soit du texte juste au graphisme, à l'ambiance sonore, etc., tout ce dont on va avoir besoin. Timing, bien sûr, là, je vous parle que de design, c'est un petit peu sympa, mais il y a des choses un peu plus concrètes, pour ensuite produire ce que l'on doit produire. Alors, si c'est une vidéo, le produire avec des outils de vidéo, pourquoi pas même avec son smartphone, c'est ce qui se fait de plus en plus. Produire un podcast avec des outils de podcast ou du e-learning avec différents outils auteurs, comme il en existe plein. Je pense qu'on va en parler un petit peu de ces outils, justement. Ça marche, j'espère que ça va et que tout le monde nous suit tout le temps, toujours, pardon. On va avoir, justement, je crois, un petit sondage. Bon, avant d'aborder cette partie, comment est-ce que, concrètement, en interne, vous allez pouvoir mettre en place tout ce qu'on vient de raconter et comment ça fonctionne. Alors, le sondage, c'est finalement, vous, en interne, comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que ça fonctionne chez vous, la transformation ou la création de formations digitales? Quelles sont les fonctions que vous avez présentes en interne? Ou est-ce que peut-être vous faites appel que à des prestataires ou que vous avez d'autres fonctions? Donc, toujours pareil, si vous répondez autre, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer pour qu'on puisse rebondir. Donc, des concepteurs pédagogiques, ça, effectivement. Des chefs de projet digital learning, c'est un poste qui se développe énormément. On voit beaucoup même d'annonces qui passent en ce moment. Peu de digital learning manager. Peut-être que le chef de projet c'est une vision trop stratégique. Peut-être c'est un peu stratégique ou peut-être trop haut niveau. Il y a surtout dans de grandes organisations qu'on retrouve ce poste. Autre, c'est le formateur. D'accord. Les autres, c'est le formateur qui travaille notamment directement.
et sinon des gens qui passent principalement par des prestataires. Ça tombe bien, on va en parler. Voilà, le sondage est fini. Donc, 40% qui ont des concepteurs pédagogiques en interne. Voilà, c'est effectivement ce qu'on retrouve également chez nos clients. Hein. Chef de projet digital learning directement dédié, 20%, et autres, ce sont effectivement des formateurs ou des prestataires qui assument ce genre de mission de prestation. Merci. Et quelque chose que finalement qu'on ne voit pas, hein, c'est le graphisme multimédia, le concepteur multimédia, en tout cas le e-learner, voire le vidéaste, alors que c'est quand même les deux médias les principaux utilisés en formation digitale, la vidéo et le e-learning, qui ne sont pas du tout présents en interne. Donc ça, j'imagine qu'on les retrouve chez vos prestataires. C'est effectivement, chez nous, chez Mine de Savoir, on a un studio qui est composé de vidéastes, de graphistes et de motion designers qui font tout cela. Donc, ouais, voilà, okay. Les formateurs, dans les autres, c'est les formateurs. Ok, merci pour vos réponses. Alors, si on rentre un petit peu dans cette partie, comment est-ce que finalement vous pourriez vous organiser? Comment est-ce que vous pouvez vraiment mettre en place cette transformation? Moi, les exemples que je vois ou qu'on a pu déployer, les entreprises qu'on a pu accompagner là-dessus, qu'est-ce qui a fonctionné? C'est quand il y a des multi-compétences qui ont été alliées. Alors, plutôt en interne, mais on verra tout à l'heure que vous allez pouvoir les allier entre l'interne et l'externe avec votre prestataire. Effectivement, composer une équipe pluridisciplinaire avec l'expert métier, le concepteur pédagogique et, alors soit en interne, vous avez les équipes de production multimédia, soit le prestataire qui serait intégré le plus tôt. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, vous allez faire parler ensemble l'expertise métier, concrètement le cœur du contenu, qui va pouvoir être passé au filtre ou à la couche pédagogique, tout en garantissant les prérequis techniques. Et c'est vraiment dans cette alliance-là que effectivement, voilà, les projets de transformation fonctionnent le mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, pardon, vas-y. Alain, j'avais envie de te questionner là-dessus. Est-ce que tu as, pour être un peu plus concret, des exemples de réalisation de cas clients qui ont réussi ce type de transformation avec des équipes internes? Oui, tu veux qu'on passe directement au portfolio, voilà, peut-être pour en montrer quelques-uns. Pour montrer quelques-uns, ça permettrait de... Bien sûr, je vais vous partager autre chose. Le voilà. Donc, par exemple, un exemple assez simple, celui-ci. Un petit temps que ça charge. Voilà, normalement, vous devriez voir le portfolio. Si Kelly, notre régisseuse, pouvait nous l'afficher. Merci. Alors, c'est cette page-ci que j'aurais voulu voir. Pardon. Parfait. Voilà, chez G-Réseau, par exemple, une formation sur le tutorat en entreprise. Ça a très bien fonctionné puisqu'on avait l'expert métier qui est ici à l'image, avec qui j'avais pu travailler directement en collaboration. Donc, lui est venu vraiment avec son expertise. Et moi, j'ai pu le challenger sur des idées, comme on l'a dit tout à l'heure, avec plusieurs médias, etc. Là, on vous montre un exemple où il est mis en scène dans une vidéo, mais il y a également des cas pratiques qui sont portés dans des modules e-learning. On a des fiches de synthèse qui ont pu répondre au tutorat, aux futurs tuteurs qui doivent être accompagnés. Des exemples de ce type-là, j'en ai sur plusieurs aspects, celui-ci également. Une vidéo interactive qui présente des gestes métiers. Bah là, techniquement, moi, je ne sais pas contrôler la mini-grue que vous voyez. Donc, c'est vraiment le formateur avec qui on a pu faire un entretien d'explicitation opérationnelle sur les gestes métiers qu'il voulait présenter. Et c'est vraiment en travaillant avec lui, en fait, directement sur la grue qu'on a pu voir différents aspects et qu'on a ajusté la conception pédagogique pour rendre la vidéo la plus opérationnelle possible. L'idée, c'est toujours d'être au plus proche possible de la réalité terrain de l'apprenant. C'est ce qui compte le plus. Hein. De la même manière, je vais vous en montrer un où la réalité terrain est très, voilà, très pratique. C'est pour la ville de Dijon, par exemple, où ils ont des nouveaux radios GPS. Donc, il faut savoir que tout le monde, hein, la police municipale, les éboueurs, etc., tout le monde utilise ces radios GPS.
moment donné, il fallait former les gens et on avait pas mal de problématiques d'utilisation avec des problèmes de canaux, etc. Eh bien, en fait, un petit tutoriel directement consultable sur le smartphone et avec, selon la fonction des personnes, encore une fois, le profil de l'apprenant, on a vraiment pu leur montrer techniquement les choses utiles chez eux. D'accord ? Je vous en montre un dernier peut-être. Je pense aux Incoterms. Est-ce que je l'ai sous les yeux ? Je vois celui-ci. Tu préfères le… Ouais, je vais vous montrer autre chose. Ça permettra d'aller un peu plus loin. Ouais, la scénarisation. Effectivement. Là, c'est une formation qui a été réalisée sur les acteurs de la construction en BTP. Et on a travaillé sur une scénarisation en analogie avec un pharaon qui veut construire sa pyramide. Donc, de décaler un petit peu le sujet, tout en restant très opérationnel, très clair. Les apprenants se sont retrouvés dans un module qui les embarquait dans du concret, dans du réel, mais à travers une histoire. Je vais revenir à notre déroulé. Je vois qu'il y a une petite question ici. Non, voilà, quelques exemples. Parfait. Alors, je rechange pour revenir à notre présentation. Juste un petit instant. Parfait. Une notion qui est importante en interne, c'est qu'effectivement, vos experts métiers, vos concepteurs pédagogiques, vos formateurs, il va quand même falloir à un moment les accompagner et les former. Alors, les former, bien sûr, sur la scénarisation, peut-être sur du storytelling, de la gamification, voilà, différents leviers de cette façon-là, mais également sur des outils. Donc là, je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'on est en retard en passant directement à la suite. Parce que une des questions que j'entends souvent, c'est… Comment choisir? Est-ce que les outils, quel type d'outils tu préconises? Exactement. De manière générale, avec ton expérience, est-ce qu'il y a une façon de choisir le bon outil? Ouais, souvent, on me demande, voilà, en phase un peu de conseil, Alain, c'est quel est le meilleur outil? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de meilleur outil. Le meilleur outil, c'est qu'il n'y en a pas un seul d'outil. Souvent, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est la relativité de l'outil. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir choisir par rapport à ce que vous voulez faire. La multimodalité, on en a parlé beaucoup. Encore une fois, sans doute, vous n'aurez pas un seul outil, mais bien plusieurs. Et le bon outil, c'est celui que je sais utiliser, ou en tout cas sur lequel je vais pouvoir me former facilement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en formation pour apprendre un outil, mais c'est vrai que c'est mieux si on peut monter en compétence, ou en tout cas après une formation initiale, continuer son apprentissage tout seul, parce que l'outil est facile à prendre en main, ou alors que moi-même, j'ai l'appétence vers cet outil-là. Et ce qui m'emmène au dernier critère du choix de l'outil, c'est la productivité. L'outil qui me permet de créer ce que je veux dans le temps imparti, c'est celui-là le bon outil. Parce que l'outil qui me permet de faire un super truc, mais qui me prend un temps infini ou avec des ressources que je n'ai pas, bah forcément, ce n'est pas le bon outil. Et puis la dernière chose, peut-être, c'est que la formation des formateurs, des concepteurs pédagogiques, etc., elle doit aboutir à une chose, c'est établir un process de conception et de production qui soit partagé par tout le monde. Et ça passe notamment par créer un catalogue de gabarits. Alors, des gabarits pour pouvoir faire de l'évaluation, des gabarits pour porter des parties théoriques sur, par exemple, de la vidéo, des e-learning, des gabarits pour faire des études de cas, de l'apprentissage entre pairs. Ça fonctionne. Nous, on gabarise beaucoup, soit sur Word, soit sous PowerPoint. Ça permet de séquencer et d'avoir une certaine harmonisation des pratiques pour l'entièreté d'une formation ou pour les différents concepteurs pédagogiques que vous avez en interne. Alors là, je vais me mettre à la place des formateurs, oui, des pédagogues. En général, quand on aborde la partie gabarit et toute cette partie-là, on a ce sacré mot qui est l'industrialisation. Oui. Est-ce qu'on est dans de l'industrialisation globale, générale, qui reprend des process ou des éléments qui ont été définis de manière globale, ou on est plus dans de l'industrialisation qui va permettre de manière spécifique et adaptée à chaque projet de générer, de produire plus facilement du contenu multimédia, du contenu digital learning. Est-ce que comment tu vois les choses? Alors, effectivement, industrialiser la production, enfin, le gabarit notamment, le process, sert à ça. Maintenant, ce n'est pas forcément un gros mot. Ça ne veut pas dire que j'industrialise, c'est-à-dire que je peux produire plusieurs médias les uns après les autres en gardant une certaine harmonie
sur des schémas que je réplique. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de storytelling, ça ne veut pas dire que j'ai pas de gamification, ça ne veut pas dire que je crée pas de l'engagement. Ça ne veut pas dire aussi que tous mes médias vont se ressembler. Pas du tout. Le gabarit, il est structurant, mais il ne doit pas être bloquant. Voilà, c'est ça qui est important. Effectivement, si je vais citer, hein, si vous gabarisez du storyline ou du eSpring, voilà, pour en citer plusieurs. Donc ça, c'est des logiciels auteurs qui permettent de faire du module e-learning. Si vous rentrez tout votre design, toutes vos interactivités dans votre gabarit, bah, ça va vous bloquer un petit peu, ça va vous contraindre et tous vos médias risquent de se ressembler. C'est ce qu'on voit sur des outils gratuits, un peu comme des Viond, etc. Au final, au bout de 3 ou 4 vidéos, on a toujours la même. Le gabarit, au contraire, il doit structurer, il doit donner une structure à ce que l'on veut faire, mais il ne doit pas créer des appartements témoins. Pas du tout, quoi. On avance, on est en retard. Voilà. Donc, on va aborder, mais rapidement, parce que là, on a beaucoup parlé déjà. C'est un peu la deuxième partie, la deuxième façon de travailler, quand on n'a pas toujours les ressources en interne, c'est de travailler avec un partenaire. Donc, c'est le cas, j'ai vu dans les réponses dans le sondage tout à l'heure, de beaucoup de personnes qui sont présentes aujourd'hui. Mais c'est travailler avec un prestataire, c'est en général définir au départ, en fonction de son équipe et de ses ressources internes, comment on va travailler. Il y a plusieurs cas qu'on crée, on l'a vu sur nos différentes expériences, c'est où le client fait la conception, la reconception et le partenaire s'occupe de toute la partie production. On l'a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas les graphistes spécialement, il n'y avait pas les vidéastes et autres, où il y a le partenaire qui prend en charge la totalité du projet de transformation. Mais quand je dis totalité, il ne peut jamais prendre la totalité parce que l'expertise et le savoir, souvent, il est à l'intérieur de l'entreprise. Alors, je dis souvent parce que des fois, on nous demande aussi d'amener un expert dans nos projets. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes. Mais en règle générale, l'expertise, elle est à l'intérieur du savoir de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une entreprise, c'est de savoir comment je vais choisir et sélectionner mon prestataire. Nous, on a l'habitude de dire que choisir un prestataire, c'est d'avoir compris, alors suivant une expression des besoins ou un cahier des charges, de comprendre s'il a une compréhension et une écoute de notre projet, parce que chaque projet est spécifique, chaque organisation est spécifique. De savoir s'il va apporter une pertinence pédagogique, c'est-à-dire s'il y a une richesse de modalités pédagogiques et s'il y a une ouverture, et non pas justement, comme en parlait Alain tout à l'heure, une espèce de cabarisation de la formation qui fait qu'on va aller proposer que des appartements témoins, mais quelque chose qui est totalement adapté et flexible. Souvent, ce que nous remontent nos clients, c'est surtout la partie gestion de projet, c'est-à-dire la capacité, puisqu'on est dans des projets qui sont très, très spécifiques, un métier qui est très, très particulier, c'est savoir comment piloter un projet de ce type-là et arriver à obtenir les résultats attendus. Donc, ça veut dire, pour les clients, c'est d'avoir en face un chef de projet et un cycle de transfert et de validation qui soit très, très bien défini. Oui, très clairement, c'est ce que nous demandent le plus, enfin le plus, non, c'est une chose que nous demandent beaucoup les clients, c'est de maîtriser cette chefferie de projet. Bon, bien sûr, par rapport au budget, ça c'est évident, par rapport aussi au timing, par rapport au temps de sollicitation des experts, etc. Et ça, vous n'avez pas forcément en entreprise les process internes déjà bien définis pour ce genre de projet de transformation. Et c'est ce que les clients nous réclament. Voilà, exactement. Et donc, dans ces cas-là, quand il y a des fois des besoins de faire de l'alculturation suivant le niveau de connaissance des chefs de projet de nos clients, c'est de les accompagner au départ. C'est vrai qu'il est toujours un peu plus long au départ et après, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à travailler ensemble et ça sera plus facile. Un point qui est très, très important, c'est la notion des experts internes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de dire j'ai un expert interne, mais il y a un travail souvent du client de sensibiliser, de valoriser les experts internes. Parce qu'un expert interne qui est valorisé et qui est sensibilisé en amont, il va y avoir plus de facilité à travailler avec un prestataire externe. Et pour le prestataire externe, de pouvoir lui extraire, entre guillemets, sa substance moelle pour en faire un contenu qui soit en phase et qui soit en phase avec l'attente des objectifs de notre client. C'est toujours pareil, hein, travailler sur des leviers d'engagement, c'est pas que pour l'apprenant en fait, mais dès le départ en conception avec l'expert, il faut savoir le valoriser et lui donner du sens dans ce projet de transformation. En fait. Un autre point important, vous le voyez affiché, c'est ce que nous on appelle les personas testeurs.
Donc, les persona testeurs, c'est vraiment l'apprenant cible qui va pouvoir à tout moment nous aider dans la validation de la conception et de la réalisation qui va être produite par les équipes externes, les équipes des prestataires, pour valider qu'on est bien dans les attentes de l'entreprise. Exactement. En présentiel, il y a encore quelques années, on faisait des pilotes. Voilà, exactement. C'est à peu près pareil. C'est un pilote digital. Exactement. Donc voilà, donc ce qu'il faut se dire surtout, et on l'a vu dans de nombreux cas, Alain je suis sûr, va rebondir là-dessus parce qu'il l'a vécu, c'est bien pour nos clients d'avoir une définition de leurs attentes et de l'objectif très très précis. C'est pas simplement de dire, tiens, je veux digitaliser telle formation. Ou je veux une formation innovante. Voilà, c'est un bon début, mais il est important qu'on travaille ensemble, si besoin, pour qu'on ait une définition précise des objectifs et des attentes de nos clients. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va nous permettre surtout, quand on va diffuser le contenu, de mettre en place un reporting et qui va avoir, si on a atteint les objectifs, si on a atteint l'équipe KPI, comme on dit aujourd'hui, sur ces formations. Mais ça veut dire qu'il faut l'avoir prévu en amont pour que ça soit intégré dans la conception pédagogique. Effectivement, la définition des objectifs en termes de compétences, en termes de durée, d'opérationnel. Mes commerciaux devront savoir parler anglais à tel niveau, c'est une chose. Mes comptables devront savoir gérer la paye, voilà, c'est une première chose. Et tout ça, savoir le définir très en amont de la conception pédagogique va servir à établir les points de surveillance et de reporting, même d'évaluation, que l'on va tracer dans le reporting à la fin. Grosso modo, ce qu'on est en train de dire, c'est que diffuser une formation digitale, ça se réfléchit un petit peu, plutôt que de se dire, une fois que c'est diffusé, bon, qui a fait quoi pour quel score? Ça n'a pas apporté grand-chose, simplement de dire, OK, 80% des gens ont bien pas suivi la formation. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, voilà, au niveau de vos attentes. À une époque, c'était suffisant. On regardait le nombre de personnes qui s'étaient connectées, après le nombre de personnes qui étaient allées au bout de la formation. Oui. Et après, on regarde surtout, et on essaye aujourd'hui, bon, c'est pas toujours possible, mais tout ce qui est évaluation à froid, à chaud et à froid. Donc, voilà, et là, et voir la partie opérationnelle en travaillant avec les managers pour voir si derrière, il y a une vraie efficacité sur le poste de travail. Donc, le portfolio, je vous ai montré, on a un petit peu changé, je vous ai montré quelques exemples et là, on va plus avoir le temps de vous en nommer d'autres. Mais n'hésitez pas à me solliciter sur les réseaux ou directement sur notre site avec mon mail. Je vous enverrai des portfolios très spécifiques selon vos demandes, selon votre secteur. Voilà, on a pas mal de références chez Mine de Savoir. Ça peut vous donner des idées aussi pour vos projets, ça peut être sympa. Et vous pouvez télécharger, vous aurez la possibilité de récupérer la présentation. La présentation est téléchargeable en effet. Et on va arriver à la fin de notre webinaire où on voulait simplement vous faire une petite synthèse avant de recevoir vos questions. La première partie, allez, on va croiser que tu as apporté, à savoir d'abord une analyse un peu stratégique avec les fameux critères du potentiel. Hein. Quelle formation je vais pouvoir passer facilement en premier? Comment est-ce que je vais pouvoir organiser ça par rapport à mes ressources internes, etc. L'analyse pédagogique avec les fameux 4 critères que je dois regarder au niveau de l'objectif pédagogique quand c'est ma formation et créer de la multimodalité. Et ensuite, comment est-ce que vous allez faire ça? Soit en interne et ou avec un partenaire. Ce qui va compter le plus, c'est toujours pareil, c'est l'humain, avec la composition d'une bonne équipe, éventuellement de la formation sur des outils, les gabarits, et la co-conception et évaluation par rapport à vos objectifs avec le partenaire. Tu m'excuses, j'ai tout résumé, mais c'est très bien. J'ai pas dit d'erreur. Bon, sinon, je me serais permis de te couper ou de rectifier. Voilà, merci à tous. J'espère qu'on a été assez clair. On va regarder s'il y a des... Et on va vous demander si vous avez des questions. On va aller dans le chat. Voilà, on va vous revoir. Merci. Les gens nous remercient. Nous aussi, on vous remercie. Non, je ne vois pas de questions. Merci, très clair. Bon, parfait.
Bon, en tout cas, vous avez nos noms. On est facilement trouvable sur LinkedIn ou sur le site minedesavoir.com. Vous allez recevoir le support de formation. Alors, s'il n'est pas téléchargeable directement ici, vous allez le recevoir à la fin du webinaire. Avec le replay. Voilà, avec le replay, exactement, du webinaire. Très intéressant, enrichissant, tant mieux. Est-ce qu'on peut nous contacter en MP? Oui. Moi, mon mail est ultra simple, c'est alain@minedesavoir.com. Donc, n'hésitez surtout pas. Et je ne vois pas de questions. On n'a que des remerciements, on en est un peu, on est content. Oui, on vous remercie. On vous remercie aussi également. Finalement, on n'est pas si mauvais que ça en formation, parce que les gens ont compris ce qu'on disait. Vous avez vu qu'on n'a pas fait d'évaluation à chaud. Hein. Non, ni d'évaluation de satisfaction. Je crois que vous allez en recevoir une après. C'est bon, voilà, la presse est bien téléchargeable, donc c'est parfait, tant mieux. Et n'hésitez pas, notamment sur le portfolio, je ne peux pas tout vous partager, déjà parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas partageables et parce qu'on a plus d'une centaine d'exemples. Voilà, et en plus, d'une manière générale, c'est bien de pouvoir les commenter, pouvoir dire le pourquoi, d'où on est parti, comment ça a été mis en œuvre. Tous ces éléments-là ne sont pas notifiés dans le document. Oui, exactement. Le contexte. Juste voir un exemple ou une vidéo, il faut la mettre dans son contexte pour expliquer. Comme je vous le disais, hein, c'est du multimodal. Bien souvent, on travaille un peu sur du blended. Donc, simplement de voir un exemple, c'est compliqué. Il faut voir un petit peu le parcours, comment est-ce que ça se présente. Bien, 11h56, je viens de vous réécrire mon mail dans le chat. On reste à votre disposition pour... voilà. Exactement. On va vous dire au revoir. On va vous souhaiter bon appétit. Je pense que ça va être l'heure pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, j'espère que ça vous a convenu. Le replay et la présentation vont vous être envoyés dans tous les cas. Et on reste à votre disposition, soit par mail, soit sur les réseaux, si besoin. Merci et bonne journée. Merci. Au revoir.